Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire Médicite. Le sujet aujourd'hui, c'est comment renforcer son système immunitaire grâce à l'alimentation. Et c'est le docteur Eric Mena qui va répondre à vos questions. Bonjour Sophie, merci de me donner l'occasion de faire cette intervention sur votre site et sur votre plateforme. Et bonjour à tous. Pourquoi l'alimentation agit sur notre système immunitaire? Alors, notre système immunitaire, il faut comprendre que c'est un organe comme un autre. Donc, même s'il n'est pas représenté physiquement par un organe précis, c'est un organe comme un autre. Il a besoin d'être nourri, il peut être surnourri, il peut être encrassé par une mauvaise alimentation, etc. Donc, le fait de mal manger va forcément gêner le fonctionnement du système immunitaire. Les carences, bien entendu, sont très connues. Et puis, voilà, le fait, par exemple, de grignoter, on a montré que ça pouvait créer un certain nombre de problématiques au niveau digestif en particulier. Or, un point très important qui va nous faire comprendre encore mieux la relation entre immunité et alimentation, c'est que vous devez savoir que 60% de l'ensemble du système immunitaire est dans notre intestin. On parle toujours du système immunitaire comme étant la moelle osseuse. Évidemment, c'est là où naissent les cellules, mais ensuite elles doivent maturer. Par exemple, nous avons donc dans notre intestin, dans l'ensemble du tube digestif, des zones immunitaires très importantes. On a des cellules importantes de l'immunité et on a ces fameuses plaques de Peyer dans lesquelles maturent un certain nombre de cellules. Ainsi, c'est dans les plaques de Peyer de notre intestin qu'on fabrique 80% des anticorps qui vont venir défendre nos bronches. Donc, en cette période évidemment de virus, on voit à quel point l'intestin et donc l'alimentation jouent un rôle fondamental pour notre immunité. Et est-ce que, par exemple, il faut adapter son alimentation en fonction de son âge pour rester en bonne santé? Oui et non, c'est-à-dire que l'âge, l'alimentation et l'âge, il n'y a pas un vrai lien en termes d'immunité. Les choses qui sont importantes chez les personnes âgées sont importantes chez les jeunes. Comme toujours, la différence, c'est la compétence, la qualité du système immunitaire. Un organe plus jeune va supporter un peu mieux certaines petites carences, va s'adapter plus facilement à une situation alimentaire qui ne sera pas parfaite. Et puis surtout, les personnes âgées ont un foie et un rein qui fonctionnent plus lentement, moins bien. Donc, si on les encrasse, si on mange mal, si on mange trop, si on grignote, des personnes plus âgées en souffriront plus. Voilà. Après, il y a aussi des problèmes d'absorption. Par exemple, avec l'âge, on peut avoir des malabsorptions au niveau de l'intestin. On peut avoir un métabolisme, la transformation. La vitamine D en est un très bon exemple. On transforme moins bien sa vitamine D grâce au soleil. Normalement, 2/3 de notre vitamine D est apportée par le soleil. Malheureusement, chez les personnes âgées, c'est maximum 1/3 parce que leur capacité à travers la peau et leur métabolisme de transformer la vitamine D en molécule active est beaucoup moins efficace. Donc, il faudra qu'ils mangent plus de vitamine D. Voilà. Donc, il y a des petites différences, mais on va dire dans la globalité, les choses importantes sont les mêmes. Pascal nous demande, mon mari a de nombreuses infections urinaires et prend beaucoup d'antibiotiques. Que faire pour renforcer ses défenses immunitaires? Merci. Alors, ça, c'est une très, très bonne question aussi parce que je vous ai dit tout à l'heure l'importance de la flore intestinale. Donc, d'abord, en général, quand on fait des infections urinaires à répétition, parce que vous savez que c'est souvent un Escherichia coli. Et l'Escherichia coli, il vient d'où? Il vient de notre intestin. Donc, il y a une double importance de travailler sur l'intestin. D'abord, parce que c'est souvent la cause de l'infection. Alors, comme c'est un monsieur, on peut supposer qu'il a un autre problème, peut-être de prostate, peut-être parce que les hommes font quand même moins d'infections urinaires que les femmes. Mais chez les femmes en particulier, les cystites à répétition viennent de l'intestin. Et chez ce monsieur, peut-être que l'intestin joue déjà un rôle dans la cause. Et en plus, l'intestin joue un rôle dans ses défenses. Donc, la priorité, ça reste quoi? Alors, c'est assez complexe la réponse. Il faut savoir que la réponse numéro 1, c'est pas l'alimentation, c'est les probiotiques. Alors, les probiotiques, c'est important. Je vous dirais bien que la meilleure source de probiotiques dans l'alimentation, ce sont les yaourts, c'est vrai, mais il faut pour ça ne pas être intolérant aux yaourts. Vous savez qu'on a beaucoup d'intolérance au lactose et finalement, quand vous mangez des yaourts, vous avez des probiotiques, mais d'un autre côté, vous avez des troubles digestifs, donc c'est pas idéal. Ensuite, dans l'alimentation, alors c'est un peu à part, on peut penser au pollen. Le pollen en pelote, vous savez, le pollen qui vient de la ruche, est un aliment, un alicament, certains disent, qui est très très bon pour l'intestin. En plus, c'est bourré de vitamines, c'est excellent pour notre système immunitaire, donc on peut travailler là-dessus. Et sinon, bien sûr, il faudra prendre des gélules de probiotiques. L'alimentation à elle toute seule ne suffira pas. Maintenant, il faut aussi que la flore ne soit pas perturbée par l'alimentation. Et là, c'est le rôle du grignotage. Si on grignote, on perturbe la flore.
c'est le rôle de la suralimentation. Quand on mange beaucoup, on va fermenter. C'est le rôle des excès de sucre. Les sucres fermentent et là aussi, ça crée beaucoup de troubles de la flore et de l'intestin. Et puis, il y a le problème des intolérances alimentaires. Alors, les intolérances alimentaires, ce ne sont pas les allergies, c'est les intolérances au gluten, les intolérances aux protéines du lait, parfois aux œufs, parfois aux kiwis, parfois aux amandes, etc. Et on peut mesurer ces intolérances par des bilans. Le bilan s'appelle en particulier IMUPRO, qui permet de repérer les intolérances alimentaires. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire dans ces histoires-là. Bien sûr, après, on va renforcer la défense immunitaire en général. Donc, la vitamine C joue un rôle important, la vitamine D joue un rôle essentiel, le zinc joue un rôle fondamental également dans tout ça, et une alimentation simplement saine. Mais si c'est une question d'infection urinaire, ça va au-delà de ça. Ce qui me permet de répondre à une question que j'ai vue rapidement. Existe-t-il des analyses sanguines pour connaître son niveau d'immunité? Oui, et elles sont très nombreuses. Alors, ça peut être simple, ce que font la plupart des médecins. Le médecin, en général, dans ses bilans de base, fait ce qu'on appelle la numération avec les globules blancs, et qui permet déjà d'avoir une bonne idée. On peut aller un peu plus loin avec ce qu'on appelle l'électrophorèse des protéines, mais il existe des bilans immunitaires, effectivement, ce qu'on appelle des typages lymphocytaires. Alors là, il faut des médecins un peu spécialisés pour ça, mais ça se fait tout à fait. Et à côté de ça, bien sûr, on peut faire des bilans des vitamines, des minéraux, doser la vitamine D, doser le zinc. Ce sont des analyses qui sont faisables en routine, par exemple, donc c'est tout à fait fiable. Patrick demande des précisions sur les probiotiques. Il dit: les probiotiques sont-ils si favorables que cela? Sont-ils pas risqués en cas de consommation importante? Alors, tout est risqué en cas de consommation importante. Quand on me pose cette question, je rappelle toujours que si vous buvez 17 litres d'eau par jour, vous mourrez. Donc, tous les excès sont mauvais, bien entendu. Après, les probiotiques ne sont que favorables. On ressort toujours les mêmes études sur les 3 cas qui existent d'enfants qui étaient sous chimiothérapie aplasiante pour une greffe de moelle, qui ont pris un probiotique et qui ont eu un accident. Évidemment, il faut pas l'utiliser dans n'importe quelle condition. Mais à part dans les chimiothérapies aplasiantes, à part chez les gens qui ont une aplasie médulaire et qui n'ont plus aucune immunité, les probiotiques ne sont que positifs. On a des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers d'études là-dessus. C'est valable pour plein de maladies et surtout pour les infections, surtout pour l'immunité. On a démontré que ça réduisait les cystites, ça réduisait les diarrhées infectieuses, ça réduisait les infections ORL chez l'enfant, j'en passe et des meilleurs. Donc non, il n'y a absolument pas de risque, mais bien sûr, on ne va pas en prendre en quantité excessive. Et encore une fois, il faut savoir si on le prend sous forme de laitage. Les bifidus, on les trouve beaucoup dans les laitages, et quelquefois, c'est plus le laitage qui est mauvais que le bifidus. Et si on le prend sous forme de gélule ou de sachet, dans ces cas-là, bien sûr, on en prend de façon raisonnable, et souvent d'ailleurs pas tous les jours, parce que c'est pas la peine d'en prendre tous les jours. J'ai une question de Laurent Martin: combien de fruits et légumes par jour, sachant que les fruits et légumes cueillis perdent 50% des vitamines? Vous avez tout à fait raison de dire qu'au bout de quelques jours, pas immédiatement. Alors forcément, si vous achetez par exemple au supermarché, vous êtes sûr que vos légumes et les fruits sont cueillis depuis au moins 3 jours. Il faut le temps du circuit. Et puis si en plus ils viennent de l'étranger, on n'en parle même plus. D'où l'intérêt de manger local, d'où l'intérêt des circuits courts. Si vous allez dans une AMAP, vous aurez des fruits et légumes de meilleure qualité. Pour autant, une partie des vitamines est détruite, mais pas tant que ça. Faut pas non plus voir ça. C'est un peu comme les pesticides, que du côté négatif. Par exemple, on sait que certaines vitamines sont sensibles à la chaleur, comme elles sont sensibles à la lumière. C'est pour ça que les fruits et légumes cueillis en perdent. Mais ils en gardent beaucoup. Entre un brocoli cru et un brocoli cuit, il n'y a que 30% de perte de vitamines. Et il n'y a pas que les vitamines, il faut voir aussi les autres antioxydants, les flavonoïdes, les caroténoïdes, etc. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne soyez pas trop dans ce qu'on appelle l'orthorexie, une rigueur excessive. Les études sont toutes faites avec des fruits et légumes cueillis depuis au moins 3 jours, et la bonne quantité, c'est à ça que je voulais en venir, c'est, dit-on, 5 fruits et légumes. Cette phrase est fausse à mon sens. Je vais vous la transformer, c'est 4 légumes et 1 fruit, ou éventuellement 3 légumes et 2 fruits, parce que les fruits, c'est très sucré, et qu'il ne faut pas non plus en faire des abus, et qu'il faut penser aux légumes, parce qu'il y a des gens qui ne mangent que des fruits, et moi, tous les étés, les gens ont beaucoup d'arbres fruitiers, mangent beaucoup de fruits, et tous les étés, j'ai mes patients diabétiques qui déséquilibrent complètement leur diabète à cause des fruits. Donc, 3 légumes, 2 fruits, est la bonne consommation en ce moment. Privilégier les fruits, les baies rouges, les fruits rouges qui arrivent, qui sont de saison, qui sont les meilleurs fruits de tous ceux que vous pourrez trouver. Je mange sainement, je pense, et pourtant j'ai souvent le ventre gonflé. Que faire?
Ah, alors ça, c'est un vrai problème parce que c'est probablement une des premières causes de consultation, les ballonnements, les flatulences. Très souvent, alors moi je suis homéopathe, donc j'ai évidemment beaucoup de patients qui viennent, qui ont déjà des bonnes habitudes, qui se posent des questions sur une alimentation saine, variée, bio, etc. Et ils ont beaucoup de ballonnements comme les autres, peut-être plus que les autres. Pourquoi? Parce que la première cause de ballonnement, c'est l'excès de fibres. Or, les gens qui mangent sainement mangent plus de fruits, plus de légumes et plus d'aliments complets. Alors malheureusement, si vous avez ce genre de problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle un côlon irritable, une colopathie fonctionnelle, et malheureusement, vous faites partie des gens qui devaient réduire la quantité de fibres. Manger sainement, vous trouvez dans tous les livres de médecine naturelle qu'il faut commencer par des crudités. Le repas, c'est l'idéal. Eh ben, sauf chez le colopathe. Or, excusez-moi, le colopathe, c'est quasiment un quart de la population, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas une seule façon de bien manger. La première des choses, c'est de ne plus manger de crudités en entrée, et même de ne manger des crudités qu'une seule fois par jour. Et ces crudités-là, plutôt de la salade en deuxième partie de repas, sur un estomac qui est déjà rempli. Ensuite, si vous mangez sainement, vous mangez peut-être trop de fruits. Les fruits, à cause du sucre, vont fermenter et ça va créer des ballonnements. Troisièmement, si vous mangez sainement, vous mangez beaucoup d'aliments complets, du riz complet, des pâtes complètes, des lentilles, et ces aliments sont très, très, très flatulogènes. Quelqu'un qui a une colopathie ne doit manger que du riz blanc. Et ça, j'insiste là-dessus, que des pâtes blanches. Ça, c'est des choses vraiment essentielles. Voilà. Puis après, peut-être que ce n'est pas ça le problème. On peut manger très sainement, mais être intolérant au lactose ou être intolérant aux protéines du lait ou être intolérant au gluten. Et dans ces cas-là, on va aussi ballonner. Que pensez-vous de la pulpe d'aloe vera de bonne qualité, gel d'aloe vera extrait et stabilisé à froid pour renforcer son système immunitaire? Voilà. Moi, je suis un grand fan de l'aloe vera, donc je n'en pense que du bien. Effectivement, il faut avoir des produits de bonne qualité, le plus pur possible. On a des produits qui sont purs à plus de 99%, qui est le moins d'excipients, le moins de conservateurs possible. Voilà, ça, c'est des choses très importantes. Et ben après, l'aloe vera, c'est quoi? C'est un produit qui est à la fois dépuratif, il est intéressant, on draine l'organisme, on le soulage et ça, c'est bien. Il est très reconstituant. Par exemple, une des propriétés reconnues de l'aloe vera, c'est la chute des cheveux, parce que l'aloe vera est très riche en micronutriments. Donc effectivement, il peut aider le système immunitaire. C'est pas le produit numéro 1 que je donne pour le système immunitaire, mais c'est un bon produit de toute façon et qui a plusieurs propriétés. On a montré son propriété antidiabétique, on a montré ses propriétés pour l'estomac. C'est un produit qui va cicatriser l'estomac. Donc voilà, je vous rappelle que l'aloe vera, au départ, sa propriété numéro 1, c'est en application externe pour les brûlures. C'est le produit le meilleur du monde pour les brûlures et les coups de soleil. Et de fait, c'est aussi intéressant pour les brûlures d'estomac. J'ai vu plusieurs fois passer une question, que pensez-vous de l'argent colloïdal? C'est pas dans l'alimentation, mais c'est très bien. Mais je veux répondre à cette question d'abord parce qu'elle est simple et deuxièmement pour vous mettre en garde. L'argent colloïdal, j'en pense beaucoup de bien. C'est un produit anti-infectieux, même antibiotique, très efficace, mais ça reste de l'argent. Et il ne faut surtout pas prendre de l'argent colloïdal en continu. Parce que les intoxications à l'argent, ça existe aussi. L'argent colloïdal, c'est un produit qu'il faut utiliser ponctuellement, quelques jours, une semaine, 2 semaines, si besoin éventuellement, en aigu donc, ou parfois par cure de 10 jours par mois quand on a des infections chroniques, mais surtout pas en continu, surtout pas en continu. Ce n'est pas un stimulant immunitaire et donc c'est pas un produit à prendre tout le temps, mais sinon en aigu c'est un très bon produit. Alors, y a-t-il autant d'oméga 3 dans les poissons surgelés? J'aime beaucoup cette question. Elle est très simple. Oui, il y en a beaucoup en tout cas. La meilleure façon de consommer des oméga 3, ce sont les sardines ou les maquereaux en boîte. C'est probablement là où il y a la meilleure conservation. Il y a des études là-dessus qui ont montré que c'était de très bonne qualité au niveau des oméga 3, souvent meilleur finalement parfois qu'un poisson frais qui a attendu 8 jours un peu partout ou qui a été arrosé d'antibiotiques. Mais le surgelé est une très bonne façon de faire. Il y a peu de pertes. Donc oui, si vous achetez dans des magasins de surgelé, parce que quand vous le congelez vous-même, c'est un peu différent, mais si vous achetez du surgelé de bonne qualité, les oméga 3 sont là. Mais rien ne vaut, encore une fois, les sardines et les maquereaux en boîte. Ou les anchois, où c'est très salé, c'est différent. Il y a Fernande qui demande « Bonjour, quels sont les légumes à privilégier pour perdre du poids ?» Également, si vous pouviez indiquer les légumes à privilégier lorsqu'on est asthmatique. Alors, asthmatique en plus non allergique. Bon, il n'y a pas vraiment de légumes à privilégier ou à interdire quand on est asthmatique, sauf évidemment si on a des allergies, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Après, quels sont les légumes à privilégier pour perdre du poids? Tous, à condition que vous considériez la pomme de terre comme n'étant pas un légume, c'est un féculent. Hein. Pour perdre du poids, la priorité, c'est de supprimer ou de réduire drastiquement les sucres. Alors évidemment, on va dire les carottes, c'est sucré. Oui, mais c'est banal, c'est très peu de sucre. Même la betterave, alors si vous mangez 1 kilo de betterave tous les jours, vous maigrirez pas, c'est sûr. Mais franchement, les légumes, tous sont bons. Et s'il y a un peu de betterave dans une salade, parce que vous faites un régime, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, tous les légumes sont bons. Il y a des légumes qui sont plus diurétiques, mais là, c'est pas du poids, c'est perdre de l'eau. Donc c'est éventuellement dans la cellulite. Alors vous allez lire les asperges, vous allez lire voilà des légumes comme ça, mais bon, la salade de pissenlit, si vous aimez ça, c'est pas fréquent. Mais franchement, il n'y a pas de mauvais légumes quand on veut perdre du poids, à part des légumes très sucrés, et à condition, bien sûr, de bien considérer que la pomme de terre n'est pas un légume, mais un féculent, et c'est donc du sucre, hein, bien sûr. Voilà, tout simplement. Laurence qui demande, je viens de terminer une chimio depuis 1 mois, quoi privilégier pour renforcer mon système immunitaire très éprouvé? Alors, je vais répondre de façon générale, bien sûr, c'est une question très intéressante et qui évidemment qu'on nous pose souvent. Moi, j'ai écrit un livre sur le cancer, sur l'accompagnement du cancer, donc c'est un sujet que je traite souvent avec mes patients. Alors, en cas de cancer, c'est justement l'inverse de la maladie auto-immune. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure est essentiel. Les probiotiques sont absolument essentiels parce qu'ils ont été détruits par la chimiothérapie, surtout que souvent on donne des antibiotiques, de la cortisone en plus. La vitamine D est essentielle. Je vous rappelle, c'est une vitamine D, une vitamine anti-cancer, la vitamine D. Et il faut vraiment en prendre des bonnes doses. Hein. La vitamine C est une vitamine anti-cancer aussi. Il faut en prendre des très bonnes doses, des fortes doses. Il ne faut pas hésiter à prendre 3 à 4 grammes. Le zinc est intéressant, mais là, je vous recommande par contre de le faire doser. Parce que le zinc en cancérologie, il est à double tranchant. Donc, il faut voir avec votre médecin, le faire doser dans le sang, ne pas en prendre trop. Timuline est très utilisé en cancérologie. Et puis, échinacée, c'est la plante qui a été le plus utilisée, la plus étudiée en cancérologie. Et on a prouvé par de très belles études que ça réduisait le nombre d'infections pendant les chimios. Donc, échinacée est un très, très bon produit. Voilà. Le seul produit, je l'ai pas cité jusqu'à maintenant parce qu'il est un peu en dehors de l'alimentation, que je vous déconseille quand vous sortez d'un cancer, c'est la gelée royale. Parce que la gelée royale, ça a des facteurs de croissance. C'est un excellent alicament pour stimuler l'immunité, mais la meilleure gelée royale, on l'a à l'automne, donc là en ce moment c'est trop tard, et par contre on évite de la prendre en cas de cancer. Voilà. Mais sinon, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant est vraiment très très utile pour stimuler l'immunité à la fin d'une chimiothérapie. Sinon, vous avez après, on va plus loin, mais si on sort un peu de l'alimentation, vous avez certains champignons. Alors, je vais citer le shiitake parce qu'il y a des gens qui mangent du shiitake, on en trouve de plus en plus. C'est un champignon chinois qui est habituel dans la cuisine chinoise, mais on en trouve de plus en plus en France. Et le shiitake est un bon stimulant immunitaire, donc si vous aimez ça, pourquoi pas. D'accord. Alors, on va prendre une dernière question. Trop d'immunité est-il mauvais pour le risque de Covid avec l'emballement du système? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est très, très lié effectivement au Covid. Le problème, c'est de savoir ce qu'on appelle trop d'immunité, voyez-vous. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, les probiotiques, la vitamine C, la vitamine D, le zinc avec le petit bémol que j'ai donné tout à l'heure, il vaut mieux faire un dosage sanguin, il faut pas en prendre trop. Même l'échinacée, vous pouvez pas en prendre trop. Ça peut pas vous donner trop d'immunité. Sauf, pour l'échinacée, si vous avez déjà une maladie auto-immune. Donc, sauf si déjà votre système immunitaire est déjà dans l'emballement. Donc, si votre système immunitaire est déjà dans l'emballement, ce qui effectivement est un facteur de risque, ça a été prouvé pour faire une forme plus grave de coronavirus, à ce moment-là, il faut surtout pas prendre de timuline, il faut surtout pas prendre d'échinacée. Par contre, vous pouvez prendre la vitamine D, aucun problème, au contraire. Vous pouvez prendre la vitamine C, aucun problème, au contraire. Vous pouvez prendre des probiotiques sans aucun problème, au contraire, parce que les probiotiques jouent un rôle dans la régulation de l'auto-immunité. Vous voyez, donc ça dépend un petit peu. Donc oui, trop d'immunité peut être mauvais, mais ce que l'on a dit sur l'alimentation, les compléments alimentaires, etc., à quelques exceptions près, c'est tout à fait valable quand même et ça ne peut pas vous donner trop d'immunité. Quand on a trop d'immunité, en fait, c'est lié à d'autres événements, la génétique, des infections qui vous ont perturbé, déséquilibré votre système immunitaire, peut-être des pesticides, peut-être des éléments de notre environnement. Certains suspectent aussi les vaccins, de déclencher des excès d'immunité ensuite. Tout ça est possible, mais c'est pas l'alimentation qui le fera. Avec l'alimentation, vous pouvez pas déclencher trop d'immunité.
On est arrivé au terme du webinaire. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de nos internautes. Je précise que vous êtes l'auteur du livre Diabète de type 2, les aliments à éviter ou pas, aux éditions Alpen. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup Sophie. Merci à tous avec ces questions qui ont été très variées. Donc je pense que ça vous a permis d'avoir pas mal de réponses sur l'ensemble des règles alimentaires pour affronter peut-être plus l'hiver prochain que l'été qui s'annonce. Mais bon, comme on a toujours du virus qui traîne, autant avoir une bonne immunité. Merci beaucoup.